L'assistance, bonjour. Avant de commencer, je voudrais remercier le comité d'organisation pour l'invitation. Alors, je vais aborder aujourd'hui un sujet et un thème un peu difficile, celui des urgences, la prise en charge des urgences chirurgicales viscérales chez la femme enceinte. Comme vous le savez, l'abdomen aigu chez la femme enceinte reste l'un des plus difficiles dilemmes diagnostiques et thérapeutiques. Il constitue une véritable problématique. Donc, ça englobe la collaboration de plusieurs acteurs, les gynécologues, obstétriciens, les chirurgiens, les anesthésistes, et parfois, ça engendre dans la vraie vie, ça peut aller même vers des petits conflits. Alors, sur le plan épidémiologique, la fréquence de ces urgences est de l'ordre de 2 sur 1000. L'appendicite vient en tête des urgences viscérales chez la femme enceinte, suivie par la pancréatite aiguë, les occlusions et puis la cholécystite aiguë. Alors, pourquoi c'est problématique? Puisque le diagnostic est souvent difficile. Le retard diagnostique il peut évoluer vers l'engagement du pronostic vital chez la mère et chez l'enfant. Et puis la décision chirurgicale elle est plus souvent hésitante. Alors, la démarche diagnostique, elle est la même. Devant une douleur abdominale, c'est la même en dehors de la grossesse. Mais il faut savoir qu'à partir de la deuxième semaine, ça devient plus difficile. Pourquoi? Puisque l'utérus, il va gagner en volume, il devient intra-abdominal. Les organes intra-abdominaux sont déplacés. Les signes péritoniaux peuvent être masqués. La réponse à l'irritation péritoniale est classiquement diminuée. Et puis, la perception de la douleur peut être modifié. Voilà un tableau qui résume les urgences, toutes les urgences chez la femme enceinte, à côté des urgences gynécologiques, bien sûr. On a les urgences viscérales à leur tête, l'appendicite aiguë. Alors, concernant les appendicites chez la femme enceinte, bien sûr, au premier trimestre, il y a des diagnostics différentiels qu'on doit éliminer. On a la grossesse extra-utérine, les grossesses hétérotopiques, la rupture du kyste ovarien. Lors du deuxième, troisième trimestre, on doit penser soit à des contractions, décollement prématuré du placenta, à une rupture utérine ou le fameux HELP syndrome. Mais il y a une notion très importante. Alors, on dort en cas de cause non obstétricale, l'abdomen aigu chez la femme enceinte est dû dans 50%, soit une appendicite, soit une cholécystite lithiasique. Alors, sur le plan clinique, à part la douleur, aucun signe n'est spécifique. Donc, il faut savoir que la position anatomique de l'appendice est déplacée de quelques centimètres vers le milieu de l'abdomen et le côté supérieur droit. La biologie, c'est vrai, c'est un élément diagnostique, mais il faut savoir qu'il y a une hypaleucocytose physiologique chez la femme enceinte, donc l'hypaleucocytose n'est pas très significative chez la femme enceinte. Et comment on fait le diagnostic? Le plus souvent, c'est l'imagerie. Le premier examen et l'examen de choix, c'est l'échographie. Mais parfois, même l'échographie, et même entre les mains d'un radiologue expérimenté, l'appendicite n'est pas visualisable. Donc, que faire? On aura recours à la réalisation d'une IRM. Alors, est-ce qu'il y a un effet nocif de l'IRM sur la grossesse? Alors, au premier trimestre, elle est incriminée dans un avortement, dans les avortements spontanés, mais aucune conséquence fœtale spécifique n'a été documentée dans la littérature après l'utilisation de l'IRM. Deuxième, troisième trimestre, il existe un risque résiduel pour l'audition du fœtus. Donc, vu ce rapport bénéfice-risque favorable pour l'IRM, l'IRM, c'est un choix approprié pour l'évaluation de nombreuses maladies pendant la grossesse. Alors, mais il faut faire attention, avant la réalisation de l'IRM, il nous faut un consentement éclairé avec la malade. Alors, comme vous le savez, le traitement des appendicites aigus a connu ces dernières années plusieurs révolutions. Et il y a des équipes qui ont tenté de traiter l'appendicite aiguë de façon purement médicale, sans recours à la chirurgie, mais aucune étude prospective randomisée n'a été menée à ce jour sur les femmes enceintes. Donc,
concernant les femmes enceintes, on doit rester classique. Le traitement, c'est traitement chirurgical. Par quelle voie d'abord? On a deux voies d'abord, classique ou célioscopique. Euh, après, il faut savoir que la voie célioscopique, elle est possible, mais on doit rester aussi classique et privilégier tout ce qui est voie classique. Pourquoi? Puisque la voie célioscopique, certes, elle entraîne un taux global de complications significativement plus faible, une durée d'hospitalisation plus courte, mais avec un taux de mort totale in utero plus élevé. Donc, le traitement chirurgical, on doit favoriser la voie classique. Alors, l'essentiel pour l'appendicite, c'est ça. Le diagnostic, il est souvent difficile. Il faut céder des examens complémentaires, l'échographie. Il ne faut pas hésiter à demander une IRM en cas de doute. Et puis, j'insiste sur le côté interdisciplinaire ou multidisciplinaire. Pour la cholécystite aiguë, la même chose. Il faut savoir que la pathologie biliaire serait favorisée par la grossesse, vu l'imprégnation hormonale. La cholécystite définie comme l'inflammation des voies biliaires accessoires, la vésicule et le canal cystique. Le diagnostic, elle pose double problème. Premièrement, un problème diagnostique difficile et d'autre par rapport au délai de prise en charge, le timing de prise en charge. Donc, pour le diagnostic, c'est les examens complémentaires, l'échographie ou l'IRM. Alors, pour le choix du moment d'intervention chirurgicale, il y a en général double attitude. Il y a des gens qui préconisent un traitement chirurgical, quel que soit le terme, le trimestre, le premier, deuxième, troisième trimestre, par voie célioscopique. Et d'autres qui préfèrent agir au deuxième trimestre, c'est possible, puisque c'est le trimestre le plus sécurisé. Et en cas de diagnostic posé au troisième trimestre, on doit attendre l'accouchement et puis intervenir après l'accouchement. Alors, donc c'est ça, l'attitude en général dans la littérature, c'est ça. Au premier trimestre, c'est le traitement médical et on fait la cholestectomie au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre, on fait la cholestectomie. Au troisième trimestre, on attend l'accouchement. Alors, un petit mot sur la pancréatite. C'est la même chose, l'échographie et l'IRM, ils peuvent améliorer les résultats, surtout sur le plan diagnostique, mais il faut savoir que le troisième trimestre, et devant une pancréatite aiguë grave, on peut avoir recours dans les formes sévères, on peut stopper la grossesse. Pour les occlusions intestinales, la même chose, la prise en charge ne diffère pas par rapport aux autres malades. Alors, un petit mot sur la rupture hépatique ou le HELLP syndrome. Alors, il faut savoir que c'est un diagnostic, c'est une urgence très grave. C'est quoi cliniquement? C'est un tableau de choc hémorragique, la physiopathe, le point de départ et les dysfonctionnements placentaires. Et puis, cliniquement, c'est une douleur au niveau de l'hypocondyle droit avec l'état de choc. C'est l'échographie qui permet de faire le diagnostic. Et le traitement, on n'a pas beaucoup d'options thérapeutiques à part le tamponnement périhépatique. Mais il faut savoir que c'est une urgence très grave. Alors, avant de terminer, je voulais partager avec vous ce cas d'une patiente âgée de 28 ans qui a subi une cholestectomie en janvier 2023, une cholestectomie par voie célioscopique. 7 mois plus tard, elle est orientée chez nous pour subictaire. Alors, l'échographie a montré une dilatation des voies biliaires intrahépatiques avec une grossesse monofœtale. Alors, l'IRM, les images de l'IRM montrent une sténose au niveau de tiers moyen de la voie biliaire principale. Pour nous, c'est évident, il s'agit d'un traumatisme de la voie biliaire principale, c'est une sténose, c'est une complication post-opératoire. Alors, type E2. Et puis, on avait le choix de soit opérer dans le cadre de l'urgence, mais la maladie n'était pas en angiocolite, donc on a préféré s'abstenir après l'accouchement.
On a tenté une sphinctérotomie endoscopique, mais vu l'échec, on était obligé d'opérer la patiente. Ici, on voit très bien la sténose. On fait le tour de la voie biliaire principale. Ici, c'est la sténose de la voie biliaire principale, qui est dure, fibreuse. Et on voit très bien la dilatation en amont de cette sténose. Voilà. Donc, on essaie d'élargir la voie biliaire principale. Heureusement pour elle, le traumatisme n'était pas aussi. Donc, le canal biliaire droit et gauche communique avec le canal hépatique droit. Donc, la sténose, elle était plus ou moins basse. Ici, on lave puisqu'il y a possibilité de calcul en la formation de calcul en intra-hépatique. Et puis, on prépare l'ANS, puisque l'intervention qu'on fait sur une anastomose hépatique-jejunale, sur ANS montée en Y, c'est une intervention classique, l'intervention de HEP. Ici, la particularité, c'est pas l'intervention en elle-même, c'est beaucoup plus le choix, le timing de la prise en charge. Voilà, ici, c'est l'anastomose. Et la vue finale après la réparation biliaire. Alors, l'évolution a été favorable pour la patiente. Donc, juste pour une conclusion, la survenue des urgences chirurgicales abdominales au cours de la grossesse constitue une situation délicate. Donc, la conduite à tenir doit être codifiée. La chirurgie intra-abdominale au cours de la grossesse représente un véritable défi pour les chirurgiens, l'obstétricien. Et surtout, elle ne doit pas être précipitée ni retardée. Il faut bien choisir le moment d'intervenir. L'intérêt du prise en charge pluridisciplinaire. Merci. Merci.